CDC. Top Congo FM 88. Top Congo FM 88. République démocratique du Congo. Plusieurs éléments de l'armée rwandaise, les forces de défense rwandaises, les FRDF, entrent depuis jeudi dans le parc national des Virunga, dans le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. C'est la société civile du Nord Kivu qui l'annonce. Top Congo FM. Les populations de Lusambo, dans la province du Sankuru, sans eau de la Régie des eaux depuis 7 mois. Du forage, source d'approvisionnement en eau potable. Top Congo FM. Bientôt des carreaux et faïences Made in Congo dans la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa vient de démarrer sa production. Top Congo FM. Le nouveau stade de Goma vient d'être remis officiellement aux autorités du Nord Kivu. C'est le directeur général adjoint de la CGT, l'agence congolaise des grands travaux, qui l'a remis au gouverneur militaire. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, plusieurs éléments de l'armée rwandaise, les RDF, entrent depuis hier dans le parc national des Virunga, dans le territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. C'est pour préparer une vaste offensive dans cette partie du pays. C'est Mambo Kawaya, membre de la société civile du Nord Kivu, qui l'annonce. Il précise que les autorités militaires avaient déconseillé aux cultivateurs congolais l'accès au parc. On l'écoute. Les troupes rwandaises ont encore pénétré dans les parcs via les mêmes endroits, c'est-à-dire vers Moudia Mwaro. Et aujourd'hui même, l'armée congolaise a empêché la population qui font des activités dans les parcs pour leur protection. Donc l'armée les a interdit d'y entrer parce que l'ennemi a effectué un mouvement qui n'est pas vraiment négligeable au niveau du parc national du Virunga. Elle est là et on a vu aussi de leur côté quelques agitations. Combien d'éléments qui sont entrés d'après vous sur le territoire congolais? Ce n'est pas vraiment un nombre négligeable parce que selon certaines discussions sur place, l'ennemi serait tenté de viser d'attaquer surtout l'axe Tao. Donc c'est dans le parc vers... et il y a aussi une ligne qui s'est dirigée vers l'axe Roussal, c'est-à-dire dans les fins fonds du parc. L'objectif de l'ennemi serait peut-être de bouger cette fois-ci les lignes qui protège la ville de Goma. Donc c'est pourquoi nous alertons le commandant des opérations militaires au niveau de la province du Nord Kivu d'être toujours vigilant comme il a toujours été. En tout cas, l'ennemi est en train de multiplier les points d'attaque parce que si vous voyez l'axe Mwaro, donc en pénétrant dans les parcs, il y a une ligne qui mène vers le mouvement Kibati via Mutao. Il y a une autre ligne qui est vers Rusayu. Et là, en 2012, le Rwanda exploitait beaucoup plus ces lignes pour couper la route Goma-Sake. Quand il vise l'axe Mutao, l'objectif serait d'abord d'occuper des collines. C'était Mambo Kawaya. Il est membre de la société civile de la province du Nord Kivu. Et quel est le véritable mandat de la force régionale de l'EAC présente en RDC? Il y a eu un problème d'interprétation du mandat de cette force. C'est ce qu'estime la délégation du Forum des parlements de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette structure pense qu'il faut une opération d'imposition de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cela doit aussi être le cas pour la MONUSCO. Déclaration faite vendredi à Kinshasa par le président de la commission paix et sécurité du Forum des parlements de la CIRGL. C'était au cours d'une réunion tenue par la présidente du Forum et la présidente du Forum donc de l'Assemblée nationale du Soudan, Jema Nanou. Selon Maurice Kakai, député du Kenya, les ambassadeurs des pays membres de la CIRGL doivent se rendre sur le terrain pour fournir des vraies informations à leur pays. On l'écoute. Nous, en tant que communauté de l'Afrique de l'Est, nous devons nous assurer qu'on ne perd plus une seule âme et assez, c'est assez. Et nous, on a demandé aux ambassadeurs de faire le rapport de ce qui se passe exactement sur terrain ici en RDC. Et aussi, s'ils envoient leurs troupes ici en RDC, ils doivent être en mesure d'envoyer l'appui logistique nécessaire pour permettre à ces forces de pouvoir fonctionner normalement. Il y a eu un
problème d'interprétation du mandat de la force régionale pour ce qui est de la nature de l'intervention. Nous sommes du point de vue qu'il ne faut pas qu'il s'agisse d'une opération de maintien de la paix, mais il faut qu'il s'agisse d'une opération où on doit imposer la paix. Et cela doit aussi être le cas pour la MONUSCO. Une fois de plus, on doit nous assurer que le mandat des organisations qui sont ici pour le maintien de la paix soit clair. Et notre point de vue, c'est que nous devons passer des opérations de maintien de la paix aux opérations justement où il s'agira de mettre en place la paix. Les gens meurent et nous avons opté pour des solutions africaines aux problèmes africains. On a vraiment insisté qu'ils fassent la diplomatie, c'est vrai, mais qu'ils fassent le rapport de ce qui se passe sur terrain pour que leur voix soit entendue. Maurice Kakai, député du Kenya. Entre-temps, dans la province du Haut-Uélé, la localité de Solobwinga, groupement de Sipio, dans le territoire de Dungu, se vide de ses habitants. Ils sont menacés par des éleveurs Mbororo. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire. On écoute Marcel Aboulé. C'est juste la population du village Sorobimba, dans le groupement Sepio Cheferuando, qui est victime des exactions des éleveurs nomades Mbororo, qui ont réussi à ôter la vie à une maman âgée d'une 70aine d'années. Depuis lundi, ils ont commencé à mener des actions pour contraindre la population à vider son village et son milieu d'origine. Vous voyez qu'il fait pratiquement 2 jours écoulés que cette population a abandonné son village et son milieu natal. Il se trouve actuellement ici à Dungu, en train de souffrir comme ça, sans aucune prise en charge de la part de l'État. À l'autorité provinciale, qu'il puisse nous appuyer, disponibiliser les moyens logistiques à l'armée qui doit descendre sur le terrain afin de refouler ces éleveurs nomades Bororo pour permettre à cette population-là d'accéder encore dans son milieu natal, d'essayer de venir en aide à nos frères là du village Sorobimba, groupement Sepio, dans la chefferie Wando. Marcel Aboul, l'administrateur du territoire de Dungu dans la province du Haut-Uélé. Dans le Grand Bandundu, on parle encore du phénomène Mobondo et des appels pour neutraliser cette milice se multiplient également à travers le pays. Les ressortissants de ce territoire qui condamnent les récentes atrocités commises dans le village de Popo Kabaka notamment appellent les autorités à renforcer la présence des militaires et des services de sécurité. On écoute le député Jean-Pierre Passy-Zapamba, il est du territoire de Popo Kabaka dans la province du Congo. Décriant les conditions d'errance aujourd'hui de tous les villageois de Ipongi et de villages environnants qui sont dans la forêt, dans des brousses, qui manquent de quoi à se nourrir, qui n'ont même pas le soin des premières nécessités. Et donc, considérant la ferme détermination affichée par cette communauté de s'auto-défendre vis-à-vis de ces tueurs, la population de Popo Kabaka ou les ressortissants recommande ce qui suit aux autorités civiles et militaires provinciales tout comme nationales de prendre toutes vos responsabilités pour restaurer totalement la paix et dans un bref délai dans les secteurs de Lufuna, plus précisément à Ipongi et sur l'ensemble du territoire de Popo Kabaka. De s'impliquer totalement en renforçant la présence militaire et les services de sécurité dans le secteur de Lufuna pour consolider la paix et chasser définitivement le Mobondo. Nous demandons à quiconque, d'une manière directe ou indirecte, aurait une mainmise à manipuler le fils du territoire de Popo Kabaka de se retirer de cette usine malencontreuse qu'elle ne souhaite pas vivre le territoire de Popo Kabaka. De s'abstenir de tout comportement malveillant. Ainsi, nous appelons tous les parents de Popo Kabaka d'interdire à tous les fils et toutes les filles de Popo Kabaka de se faire enrôler dans cette histoire de Mobondo.
Jean-Pierre Passis à Pamba du territoire de Popo-Kabaka dans la province du Kwango. Dans le Congo central, une route réputée pour les tracasseries subies par les populations, c'est la route Zela-Yassima à Kibvula. Des voix s'élèvent pour dénoncer le comportement des hommes en uniforme qui opèrent sur cette route et extorquent les commerçants et paisibles citoyens. Pour Bob Kikoka, l'un des notables du coin, ainsi que Serge Tanda, un élu du territoire, les autorités doivent agir pour sécuriser la zone. Je vous propose de les écouter. Nous venons dénoncer avec la dernière énergie, au nom de la solidarité kimvolaise, les tracasseries que subissent nos frères commerçants qui ravitaillent notre territoire, le territoire de Kimvola, par la seconde route qu'on appelle communément Nzela-Yassimandako, au niveau du village Yo, dans la commune de Maluku. Effectivement, en date du dimanche 13 août 2023, un véhicule de commerçants se dirigeant à Kimvula a été pillé à un passage à tabac de plusieurs passagers, en plus de l'extorsion de fonds de paisibles citoyens. C'est vraiment une situation que nous dénonçons vraiment avec la dernière énergie. Oui, en ma qualité de représentant de la population du territoire de Kimvula, je viens en appui à tout ce qui vient d'être dit et j'en appelle à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, de pouvoir veiller sur la sécurité de nos populations qui empruntent cette route, parce que c'est l'unique route qui ravitaille en ce moment le territoire de Kimvula. Des notables du Congo central. Dans la province du Kwilu, un jeune conducteur de taxi-moto a été atteint jeudi par une balle perdue dans la cité de Massimadiba. Il a été admis en soins sur place, mais son état nécessite une évacuation dans un hôpital spécialisé. La nouvelle est livrée par le président du conseil territorial de la jeunesse de cette cité. D'après Ronsard Boutella, ces hommes en uniforme ne sont pas à leur premier forfait. On l'écoute. Grande est notre désolation de revivre les actes inciviques et barbares, autrefois décriés et refaire surpasse à Massimaniba par les hommes en uniforme censés protéger la population. Aux environs de 17h, à cause de la réclamation d'une dette d'un pauvre jeune détenu par l'épouse d'un militaire, va se produire une incompréhension totale entre les deux parties. La femme de l'homme en uniforme qui fait appel à son mari qui se trouvait d'ailleurs et comme toujours dans un débit de boisson, aussitôt sur les lieux du débat, ces deux malfrats dont Matondo MTD et Moïse se sont permis de tirer à balles réelles par 4 fois et les pauvres jeunes taximens de moto innocents s'est victimisé par l'une des balles au talon. L'état actuel de la victime nécessite urgemment un transfert dans une structure sanitaire appropriée pour ce genre de cas. Ainsi, l'attention demeura tendue en milieu de la jeunesse. À cause de cet acte odieux, nous demandons à la justice de condamner copieusement ces deux malfrats et gangsters qui ne sont pas à leur première forfaiture et de quitter immédiatement le territoire de Massimaniba. Ronsard Boutella du territoire de Massimaniba. Il est porté disparu depuis 2 jours. Il s'agit de Georges Batti, directeur général de la société Busy. C'est son avocat conseil qui l'annonce. Selon lui, son client aurait réclamé ses dus auprès de l'entreprise OGEFREM où il a un contrat de partenariat sur la gestion de logiciels et de la maintenance. Cela fait 4 mois qu'il est impayé malgré les différentes réunions organisées avec cette entreprise. Jacques Tanganyika sollicite l'implication des autorités politico-sécuritaires pour retrouver son client. Il est au micro de Béro Matanda. Nous dénonçons l'enlèvement de notre client et nous craignons le sort de Chéribin Okenye lui soit arrivé. En effet, notre client a un contrat de partenariat avec l'OGEFREM pour avoir développé et assure la maintenance des logiciels de gestion du fret multimodal, c'est-à-dire l'import et export. En contrepartie, l'OGEFREM doit mensuellement à notre client une somme d'argent pour lui permettre d'honorer ses charges auprès des hébergeurs, entre autres l'Amazon et son personnel. Malheureusement, depuis 4 mois que l'OGEFREM ne paye à notre client, contrairement aux instructions du ministère de tutelle, du conseil d'administration ainsi que du tribunal. C'est ainsi que le système a connu de perturbations suite aux impayements de l'OGEFREM. Sur ce, il y a eu une réunion au ministère pour mettre en place un protocole d'accord au fin de mettre fin à ces litiges opposant la société de mon client et l'OGEFREM. Après
cette réunion, les personnes se présentant comme avocats de l'OGEFREM ont promis une arrestation à notre client et depuis plus de 2 jours, notre client est porté disparu. C'est ainsi que nous venons alerter les autorités politico-sécuritaires afin de nous aider à retrouver notre client, Georges Obati. Il est enlevé pour seulement avoir demandé le paiement de ses factures. C'est ça le péché qu'il a commis. Maître Jacques Tanganyika et les responsables de GFREM ont promis de réagir dans les heures qui viennent. On parle politique à présent. Gustave Omba, ancien membre de l'UNC de Vital Kamerhe, sort de son silence après son départ de l'Union pour la nation congolaise. L'ancien membre de la plénière de la CENI indique que son ancienne formation politique s'était écartée du combat pour le bien-être de la population congolaise. On l'écoute. On s'engage en politique pour un idéal. L'idéal ici, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt de la population. Alors, quand je me rends compte que l'idéal qui était nôtre, nous nous sommes engagés à la lutte pour le changement depuis 2010, j'étais au Parlement, nous avons cru à la vision, mais au fil des temps, on se rend compte que la vision qui était nôtre de pouvoir apporter le changement attendu par le peuple congolais et qui, malheureusement, dans la manière dont nous recevons les échos de nos bases respectives, cet idéal est presque inexistant aujourd'hui. Et parce que je demeure idéaliste, je me suis dit que je n'ai pas de discours à donner à la population. Comment je pourrais aller dire chez moi, dans le Maniema, d'une manière générale, ou à Punya d'une manière particulière, ou toute l'étendue de la République démocratique du Congo, après que nous ayons décrié la gestion d'hier, de 18 ans de Kabila, que nous puissions faire moins que ce que Kabila a fait dans la manière de faire les choses par rapport aux besoins sociaux de base. Notre lutte n'a été qu'une lutte pour nos intérêts égoïstes. Et je prends ma liberté pour pouvoir demeurer dans la vision de me battre pour l'intérêt général et pour le bien-être de mon pays. Vous avez rejoint quel regroupement politique aujourd'hui ? Je suis un homme politique. Un homme politique ne se retrouve pas seulement dans le regroupement politique, mais l'idéal pour moi, c'est de pouvoir défendre la cause de la population. Gustave Omba, ancien membre de l'UNC de Vital Kamerhe. Et puis un très grand travail a été effectué selon les normes internationales pour entreposer tout ce dont la CENI a besoin en vue de servir l'ensemble du pays. C'est la déclaration du président de la centrale électorale, Denis Kadima, effectué une visite de l'entrepôt encore en chantier situé à Kingaboa. Explication Gino Rema Bura de Charisma. D'une capacité de stockage de 5000 m3 de la partie construite avec 2 bâtiments déjà sortis de terre, avec un système de sécurité anti-incendie, cette acquisition de la CENI dispose, selon les directeurs de la logistique Hilaire Kambale, d'assez d'espace, environ 25 000 m2 pour la matérialisation du projet, encore sur les plans de la salle de formation, des bureaux, un espace pour les conférences, un garage, des logements pour les personnels de l'institution en mission à Kinshasa, ainsi qu'une imprimerie. Cette descente sur terrain a permis au président de la CENI, Denis Kadima, d'apprécier à juste titre l'exécution de travaux entrepris. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui de l'avancement et de la qualité des travaux effectués selon le standard international pour accueillir tout type de matériel électoral destiné à l'ensemble du pays. Le président Denis Kadima. C'est des sentiments de satisfaction. Donc cette visite d'inspection est satisfaisante pour nous. Nous avons sillonné toute la concession et il y a un grand travail qui se fait selon les standards international. Et ça, c'est important. Vous savez, c'est ici que nous allons entreposer l'essentiel de nos équipements, non seulement pour Kinshasa, mais aussi pour distribuer ailleurs. Actuellement, 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées ayant la possibilité de transporter une tonne de matériel à dispatcher dans les différentes antennes provinciales en attente d'être complétées très prochainement par 6 autres. Sont également visibles sur les lieux les élévateurs de récentes acquisitions en prévision de la réception imminente du matériel attendu. Gino Rema Bura de Charisma. Près de 40 organisations citoyennes et activistes appellent l'un des leurs, Floribert Anzoulouni, ancien coordonnateur de Filimbi, à se présenter comme candidat président à travers les primaires citoyennes, activité que va organiser la plateforme alternative pour un Congo nouveau, plateforme qui milite pour la désignation d'un candidat alternatif issu de la société civile à l'élection présidentielle de décembre. Écoutez un extrait de leur déclaration lue par Naomi Masuka, membre du mouvement citoyen Notre Avenir. Elle revient sur les raisons donc du choix de Floribert Anzoulouni, ancien activiste du mouvement citoyen Filimbi. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises multiformes que par la plupart des initiatives politiques
n'ont jusqu'à ce jour pas réussi à résoudre. Et depuis des décennies, la situation générale du pays est désastreuse. Fort de cette conviction et faisant suite à l'annonce de l'organisation des primaires citoyennes pour la désignation d'un candidat président de la République alternative par la plateforme politique alternative pour un Congo nouveau, nous portons notre choix sur l'un de nôtres, en la personne du monsieur Floribert Antoine Isilo Keshi, et l'appelant à se présenter comme candidat à la magistrature suprême. Nous nous engageons à le soutenir à tous les niveaux. C'était donc Naomi Masuka, membre du mouvement citoyen Notre Avenir. Fini le séminaire de formation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Près de 250 mandataires des établissements publics et des entreprises du portefeuille de l'État ont participé à ces assises de 2 jours organisées par les cellules innovation et changement de mentalité. Il a été décidé la mise en place d'un comité d'éthique au sein de chaque entreprise pour assurer le suivi de toutes les résolutions prises. Détail, Isabelle Mwango. D'après Justin Bendessa Nanzama, coordonnateur national adjoint de la CICM, l'objectif a été atteint. J'ai beaucoup apprécié personnellement l'interaction, la participation active des uns et des autres et surtout l'idée qui a germé, celle de pouvoir mettre en place des comités d'éthique au sein de chaque entreprise pour assurer le suivi de toutes les résolutions que nous avons prises ensemble au cours de cet atelier. Les chefs d'entreprise du portefeuille qui ont participé à ces travaux sortent eux aussi visiblement satisfaits. Ils y sortent avec plus de détermination et d'engagement, explique Moukoukou Malika Foula, PCA à l'Office national de tourisme. Nous sommes appropriés de tout ce qui a été dit et les outils aussi nous ont été remis et maintenant c'est notre devoir mais à présent de mettre en pratique tout ce qui nous a été transmis comme connaissance afin de mieux œuvrer et de mieux accompagner le chef de l'État dans sa vision qui est d'avoir un Congo meilleur mais surtout pour une bonne gouvernance. Ce n'est un secret pour personne, la corruption est l'un des grands mots qui tire vers le bas plusieurs entreprises du portefeuille. Pour y remédier, la PLC qui travaille dans la lutte contre la corruption mais aussi partie prenante aux travaux fait des propositions. Thierry Mboulamoko est coordonnateur national de la PLC. Il est important que le top management puisse disposer des politiques anticorruption et accompagner tout l'ensemble du personnel avec un plan anticorruption. C'est ce qui leur a été proposé et nous leur avons signifié que l'agence est prête à les accompagner justement pour améliorer la gouvernance dans ce secteur. Après cette formation des managers publics, il est prévu aussi celle des secrétaires administratifs dans les jours qui viennent. Isabelle Mwango. Et comment la DGDA pourrait atteindre ses assignations en 2023? C'est la question que se sont posées les directeurs provinciaux et centraux au cours d'une réunion de suivi et évaluation qui a eu lieu vendredi à Kinshasa, présidée par le directeur général. Les directeurs provinciaux ont évoqué également les facteurs qui pourraient être à la base d'une contre-performance. On écoute Bernard Kabessé, il est directeur général de la DGDA, la Direction générale des douanes et accises. Il est au micro de Rémi Moulingati. Je tiens à vous rappeler la nécessité d'honorer nos engagements relatifs à l'exécution du contrat de performance signé avec le ministère des Finances à Zongo. Ainsi, chaque directeur provincial devra parvenir à analyser les éventuelles contre-performances de sa promesse douanière et à proposer des solutions susceptibles d'atteindre les assignations des 4 949 milliards 459 787 206 CDF fixés par la loi des finances. L'objectif poursuivi par les présentes assises est non seulement de suivre la présentation des statistiques par rapport aux assignations ainsi que les indicateurs relatifs, mais aussi les raisons qui peuvent justifier les contre-performances enregistrées au cours de certains mois par vos provinces respectives. En définitive, j'en appelle à votre sens de responsabilité et à votre implication pour mener à bien nos travaux afin de déboucher sur des résolutions dignes de garantir la réalisation des objectifs qui nous ont été fixés par le ministère des Finances pour cette année fiscale 2023.
Bernard Cabessé, le directeur général de la DGDA. Bientôt la production des carreaux et faïences Made in Congo. Saphir Céramique, l'une des entreprises qui est déjà installée dans la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa, vient de démarrer sa production. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a palpé cette réalité, dit être satisfait des avancées de cette société qui bénéficie des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers accordés par le gouvernement. On l'écoute au micro de Walter Couille. Ce vaste projet de production de matériaux de construction, nous l'avons commencé ici, c'était au mois de mai 2022. Une année après seulement, nous nous retrouvons ici à Maluku pour voir comment le projet a évolué. Je suis très heureux de constater que Saphir commence des productions de matériaux de construction made in Congo. Et donc ma visite de ce jour, c'est en prévision de l'invitation du président de la République qui va venir lui-même lancer la production ici à Maluku pour signer le début de la renaissance de l'industrie congolaise. Et donc ma satisfaction est grande. Je voudrais féliciter l'entreprise que la RDC a commencé son hub économique ici à Maluku. On n'y a pas cru, c'est depuis 2012 que ce projet était dans le pipeline. Et il sort de ses cendres et c'est ma joie, c'est la satisfaction du président de la République. C'était donc un dossier de Eric Lukoki. Entre-temps, l'Agence des zones économiques spéciales et la Direction générale des recettes administratives judiciaires de monnaie et participation s'engagent à collaborer pour l'encadrement des recettes non fiscales mobilisées au sein des zones économiques spéciales. Un protocole d'accord vient ainsi d'être signé entre ces deux entités. Il permettra l'application du régime spécial des taux réduits de 50% des droits, taxes et redevances. Détail dans cet élément d'Eric Lukoki. Maître mot de ce protocole d'accord, sécuriser les recettes de l'État. Ogibo Landa Menga, directeur général de l'AZES, Agence des zones économiques spéciales. Il est prévu que les entreprises des ES vont payer la moitié des recettes à caractère provincial et même aussi au niveau central, ce qui est de la parafiscalité. Il était normal que nous puissions voir avec la DGRAD pour mettre en place ce mécanisme-là. À travers ce protocole d'accord, nous venons en fait de mettre en place ce mécanisme. Ce mécanisme, mieux ce partenariat participe, on s'en doute bien, à la viabilité, mieux à l'attractivité de la politique des zones économiques spéciales en RDC. Tout ce que l'AZES va faire en amont, nous allons les cheminer pour qu'en aval, les fruits de recettes entrent dans le trésor public. Christine Epoulouké, directrice générale adjointe de la Direction générale de recettes administratives, domaniales et de participation. Et nous allons mettre à disposition 2 experts. Nous allons les affecter au guichet unique pour qu'avec ces 2 experts et nos ordonnateurs, sur place, nous puissions bien encadrer les recettes de l'État. Ils ont commencé avec nous parce que nous sommes d'abord non fiscal et puis après, ça sera l'étape de la douane avec la DGDA et ensuite les impôts parce que les 3 registres sont essentiels dans l'existence et dans le fonctionnement de l'agence. Seulement, l'AZES n'en a pas fini de sa collaboration avec la DGRAD. La prochaine étape, c'est maintenant de travailler avec la DGRAD pour que les services d'assiette soient sensibilisés. Nous allons mettre en place ensemble une feuille de route qui permettra à ce que nous puissions organiser un séminaire en faveur de services d'assiette pour qu'eux aussi, à leur niveau, puissent s'impliquer dans ce travail que nous sommes en train de faire. C'était donc un élément de Eric Lukoki. Inspection des associations et des ONG et établissements d'utilité publique à Kinshasa. Une mission est envoyée par les autorités de la ville dans le but d'inspecter, de contrôler et recenser les églises et les nombreuses ASBL et ONG qui sont à Kinshasa. Explication Béromatanda. À travers un communiqué, le chef de division provinciale de la justice a tenu à informer le public. Le communiqué signé par Mumbe Moubele Jean-Paul est adressé aux responsables des associations sans but lucratif, en l'occurrence les organisations non gouvernementales, les églises, les fondations et autres établissements d'utilité publique œuvrant à Kinshasa. Cette mission va vérifier les structures qui ne remplissent pas les conditions d'existence telles que prévues par la loi portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Il est question également de déceler les structures qui fonctionnent en violation des dispositions légales et celles qui s'adonnent aux activités à caractère lucratif et politique. L'équipe en mission va démasquer les structures à but lucratif mais qui fonctionnent sous couvert des ONG et établissements d'utilité publique afin d'échapper au fisc. Enfin, le but de la mission est de sensibiliser ces ONG et
établissements d'utilité publique à mettre un terme au désordre généralisé qui a élu domicile dans ce secteur, notamment les tapages nocturnes et diurnes, ainsi que d'autres conflits d'autorité ou de compétences entre responsables. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence, utile de Kinshasa. Il a décidé d'apporter sa contribution dans le monde de l'éducation et de la recherche. Le professeur associé Jean-Pierre Kimbouya, diplômé d'études approfondies en didactique de la chimie et évaluation et docteur en didactique de la chimie à l'Université pédagogique nationale, vient de publier un ouvrage intitulé « Didactique des disciplines, l'une des solutions pour améliorer le processus enseignement-apprentissage ». L'ouvrage de 9 pages s'appesantit sur la genèse de la didactique, son développement et ses perspectives. Il a été recommandé à tous les enseignants en cette période d'implémentation de la réforme LMD en RDC. C'est le professeur ordinaire José Indengue du département des maths info qui a baptisé cet ouvrage. L'auteur de l'ouvrage, le professeur associé au département de chimie de l'UPN, Jean-Pierre Kimbouya, revient sur le pourquoi de ce livre. Il est au micro de Mamichela. L'ouvrage éclaire l'opinion sur cette discipline employée parfois au pluriel du fait de la diversité des disciplines d'enseignement et d'apprentissage. N'est-il pas un ouvrage de trop? Non. Au contraire, il attend son enrichissement par toute la communauté discursive que nous représentons pour l'avènement d'une école, d'une université qui doit désormais former des producteurs et non plus des consommateurs perpétuels. Cela suppose un changement de paradigme. Nous devons arrêter d'enseigner comme nous avons été enseignés, comme aime le répéter l'éminent professeur Dominique Ndandula Mukondo. Teaching is not telling. Enseigner n'est pas raconter. Avec l'avènement de la réforme LMD, fondée sur l'approche par compétences APC, implémentée progressivement en République démocratique du Congo, un regard attentionné sur les didactiques s'impose pour réussir les paris. Je nous invite donc à cette noble tâche de lecture libre du présent essai que je mets à la disposition de la communauté savante. Le professeur associé Jean-Pierre Kimbouya. Promotion de l'éducation de la jeune fille, la fondation Liliane Iranga vient d'octroyer une bourse d'études aux élèves filles de l'école secondaire. D'après la présidente de cette fondation, ce geste vise à promouvoir l'éducation de la jeune fille jusqu'à l'obtention de son diplôme. Liliane Iranga a également fait un don de fournitures scolaires aux enfants orphelins des différents quartiers de la périphérie de la ville de Kinshasa. La cérémonie de remise des objets classiques a eu lieu à la Gombe en présence de plusieurs partenaires qui ont rendu possible ce geste. On écoute Liliane Iranga au micro de Myriam Iraghi. Nous avons eu à procéder à la distribution des kits scolaires, mais aussi aux bourses d'études que nous avons préparées pour les élèves, surtout pour les filles. Nous avons appelé cela bourse Kelasi, qui a été conçue dans le cadre de pouvoir promouvoir l'éducation de la jeune fille. Donc nous avons passé à la distribution des kits scolaires. On a prévu plus de 500 kits, mais on a l'impression que ça n'a pas suffi. Vraiment, on a eu plus de nombre qu'on attendait. Concernant les bourses scolaires, nous n'allons pas seulement nous arrêter là à payer les frais 2 fois le mois. Nous allons commencer à passer dans des écoles, voir dans quelles conditions les filles sont en train d'étudier, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pendant le cours, est-ce qu'elles font leur devoir, et à la maison nous allons aussi aller suivre aussi pour savoir quelles sont les difficultés qu'elles ont à la maison, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir faire leur devoir, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir réviser. Nous voulons que ces filles qui ont été bénéficiaires de cela soient des excellentes femmes. Liliane Iranga, une philanthrope. Le personnel administratif de la santé est tabassé par les agents de l'ordre à la primature. Ils étaient allés réclamer leurs droits, notamment l'alignement à la prime de risque, notamment pour les agents et cadres de ce secteur. Pour ce faire, ils ont décidé d'aller en grève dès ce lundi sur toute l'étendue de la République. Jean-Fidèle Bouillot est coordonnateur national de l'intersyndicale de la santé. Les professionnels administratifs de la santé viennent d'être tabassés sérieusement comme des serpents par la police nationale congolaise. Il y a eu des blessés parmi nous, tout simplement parce que nous étions à la primature pour revendiquer les droits des cadres et agents du secteur santé. Nous revendiquons tout simplement l'alignement à la prime des risques qui est bloqué au niveau du budget, la paie complémentaire qui est bloquée au niveau des finances, la titularisation
corruption qui est stoppée par le ministre de la Santé publique et hygiène et prévention, nous sommes apolitiques et il n'y avait pas de raison valable pour subir le sort d'aujourd'hui devant nos émotions. Les agents et cadres du secteur santé viennent de décider de revenir à la grève ce lundi 21 août 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nous demandons encore une fois au Premier ministre de prendre toutes ses responsabilités pour remettre les agents en confiance. Nous allons aussi déposer une plainte à la Cour d'ordre militaire contre notre police nationale congolaise pour établir les responsabilités et corriger les défauts. Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur national de l'intersyndicale de la santé. Dans la province du Kasaï oriental, on parle du sit-in des infirmiers devant le bâtiment du gouvernorat à Bujimaï. Les blouses blanches ont manifesté pour plusieurs motifs, dont la mécanisation de plusieurs infirmiers non encore prise en charge par l'État congolais. Détail, Nicolas Kazati. Ils étaient en sit-in ce vendredi devant le gouvernorat des provinces au Kasaï oriental pour dire leur mécontentement envers les gouvernements congolais qui n'arrivent pas à respecter les différents protocoles d'accord signés avec les banques syndicales des infirmiers. Les hommes et femmes en blouse blanche revendiquent entre autres l'alignement à la prime des risques, la mécanisation des nouvelles unités, la paye complémentaire, la promotion en grade et aussi l'administration sous statut. André Mbaya est président du comité provincial du Saint-Caz. Nous avons travaillé, il y a eu des protocoles, on attendait qu'au mois de juillet on puisse se régulariser. Mais la paye qui vient de se passer, l'infirmier, les administratifs, toutes les personnes de la santé n'ont pas eu qu'un des causes. Raison pour laquelle nous sommes devant le gouvernement pour faire le sit-in. Nous interpellons le Premier ministre qu'il instruit au ministre des Finances d'exécuter les différents protocoles d'accord que nous avons signés. C'est ça notre objectif. Et si les gouvernements centraux ne réagissent pas vite à leurs revendications, les blouses blanches du Kasaï oriental menacent de déclencher un mouvement de grève. Nous allons sécher, nous allons rester à la maison. La vie humaine est vraiment sécurisée et protégée. Et si l'infirmier, le personnel ne mange pas bien, n'est pas bien rémunéré, il est aussi victime de la mort et de différentes maladies. Ce sit-in est un premier avertissement avant les grandes décisions, a-t-il poursuivi. Bujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. Et puis on va se rendre directement dans la province du Sankourou. Les populations de Lusambo vivent sans eau depuis environ 7 mois. On parle de l'éboulement du fourrage, source d'approvisionnement en eau potable. Le point avec Alain Saveur-Makoba. C'est depuis le mois de janvier 2023 que l'eau ne coule plus au robinet à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankourou. Nous sommes dans la région centre de la République démocratique du Congo. D'après les responsables locaux de la régie des eaux à Lusambo, la situation est consécutive à l'éboulement du forage d'eau qui permettait la desserte en eau potable intervenue au début de cette année. Pour pallier à cette carence d'eau, la population se sert de n'importe quelle eau, s'exposant ainsi à des maladies d'origine hydrique. Les sources locales rapportent la résurgence de l'épidémie de choléra dans cette région suite au manque d'eau potable. Les organisations de la société civile œuvrant dans cette partie du pays plaident pour une intervention urgente des autorités afin de sauver la population. Un habitant résidant à Lusambo contacté par Top Congo FM explique qu'ils éprouvent d'énormes difficultés pour avoir de l'eau potable. Bébé Bikedi est journaliste travaillant à Lusambo. Nous demandons au pouvoir d'agir plus tôt que possible puisque les maladies d'origine hydrique sont présentes à Lusambo. Quand je te parle, je suis malade, et les bourdonnements, quand vous parlez, on te donne seulement les seuls produits, mais trop, tu fais non, tu souffres de la typhoïde, tu souffres de la malaria, tu souffres de diarrhée, tout ça c'est l'impropriété de l'eau que nous consommons. Nous consommons que l'eau de pluie. Aux dernières nouvelles, nous apprenons des sources de la régie des eaux à Lusambo que bientôt une solution va être trouvée. Des matériels seraient déjà commandés pour mettre fin à ces problèmes, rassurent les responsables locaux de la régie des eaux à Lusambo. Des Kananga, Alain Saveur-Makoba pour Top Congo FM. À Kinshasa, on parle perturbation dans la desserte en eau potable de la régie des eaux. Cette entreprise informe les abonnés des parties centre, sud et est de la ville que suite aux travaux, SNEL à son poste haute tension à Liminga, son usine de traitement d'eau de Djili ne va pas fonctionner ce samedi 19 août dès 8 heures jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des problèmes d'eau seront observés
opéré dans les communes et quartiers ci-après, aéroport de Djili, Massina, Djili, Kimbaseke, Kisenso, Kalamu, Gaba, Limete, Makala, Unikin, Kindele, Mongafula communes, Selembaou, Bumbu, Giringiri, Kalamu, Kasavobu, Kinshasa et Barombu ainsi que Gombe. Par ailleurs, d'autres perturbations dans la desserte en eau seront aussi observées dans la partie centre de la ville vers le boulevard Tchachi suite aux travaux de dévoiement de la conduite des N300 en face du ministère des Affaires étrangères. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau suffisantes et rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. Parlons culture, la culture Soukou sera à l'honneur ce dimanche 20 août au terrain municipal de Massina, initialement prévu pour ce samedi 19 août. La grande fête de la culture Soukou a été reportée d'un jour pour des raisons d'ordre technique. D'après Jean-Bédel Mouzingo, communicateur de l'Alliance internationale des Bassoukou, Bodi Batou, danse, histoire, art et cuisine Soukou seront présentés à l'assistance. L'objectif est de promouvoir la culture Soukou et emmener les jeunes générations à découvrir les richesses et valeurs de ce peuple. L'Alliance internationale des Bassoukou compte sur une participation active des notables et peuples Soukou pour faire connaître leur histoire et leur culture. Jean Bédel Mouzingo, communicateur de l'Alliance internationale des Bassoukou, Bodi Bantou, est au micro de Mamie. Que les Bassoukou, partout où ils se trouvent, n'oublient jamais leur culture. Parce que nous voulons garder notre culture partout où nous sommes, la façon de se comporter comme avant. L'Aïbassou, c'est une association internationale. Les Bassoukou, plus encore, c'est dans la province de Kouangou, dans la province du Kwilu. Après cette manifestation de ce samedi, nous serons à Kouangou au mois de février, nous serons encore à Kwilu au mois de juin et également nous serons en Angola au mois d'octobre. C'est de là où les Bassoukou sont venus. C'est comme ça que toutes ces journées que nous organisons, c'est pour que les Bassoukou sachent leur provenance, d'où ils sont venus et comment ils se sont retrouvés au Congo, qui les a amenés. Tout ça va leur permettre de comprendre. Et c'est comme ça d'ailleurs, nous avions invité tous les notables Soukou, en commençant par le roi Méni Congo, qui sera présent au terrain municipal pour nous donner un peu une lumière, comment les Bassoukou vivaient à l'époque, comment ils sont venus. Jean Bédel Mouzingo, communicateur de l'Alliance internationale des Bassoukou, il s'appelle Bodi Bantou, donc il était au micro de Mami Tchela. On amorce l'atterrissage, une nouvelle sportive avant de nous quitter. Le nouveau stade de Goma vient d'être remis officiellement aux autorités du Nord Kivu. C'est le directeur général adjoint de la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux, qui l'a remis officiellement au gouverneur militaire. Détail, Geneviève Boa. Situé à une quinzaine de Goma, dans la localité Mugunga, quartier Lac Vert, le nouveau stade de la ville remis aux autorités a une capacité de 10 000 places assises. Construit grâce à un financement du programme sino-congolais à hauteur de 10 millions de dollars américains pour la première phase, c'est Jean-Claude Mido-Mbouete, directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux, délégué du ministère des ITP, qui a donc remis symboliquement les clés de ce stade au gouverneur militaire. Le lieutenant général Constant Dima, c'était en présence des autorités de la ville, du représentant du ministère des Sports et d'une frange de la population bénéficiaire, Jean-Claude Mido-Mbouete. L'année passée, il y a eu la réception technique et provisoire et au mois de mars, il y a eu la réception définitive de ce même stade concernant la première phase. L'objet de notre visite ici était pour officiellement remettre les clés de ce stade que vous voyez ici dans le quartier du Lac Vert à son excellence, monsieur le gouverneur du Nord Kivu. Désormais ouvert aux rencontres de football, l'assistance a eu droit à un match de 15 minutes entre le football club Niragongo et le football club Étoile. Les ingénieurs de la CGT sont déjà à pied d'œuvre pour réaliser la deuxième phase de ce projet qui concernera l'alimentation en électricité, l'aménagement des parkings, la construction d'un mur de clôture et l'aménagement d'une voie d'accès.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de John Condé. Merci à Didi Bin, Sika et Patrick Mugongo qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube. Merci à Eric Lukoki qui a participé à la rédaction parce qu'il n'a pas été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur l'application Top Congo et les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo.